Aujourd'hui, à Top Chrono, alors qu'on assiste à une pénurie de médecins dans toute la province, plusieurs professionnels étrangers se voient refuser de pratiquer en sol canadien. Le cours n'a pas été facile parce qu'il faudrait beaucoup plus de sacrifices. Notre journaliste Annie Ledoux est allée passer une journée sur une ferme familiale. Un quotidien très exténuant se cache derrière ce métier traditionnel. Elle nous rejoint plus tard pour en discuter. Ce que j'aime d'être fermier, c'est d'être mon propre boss, d'avoir des horaires que je décide. Même si la volonté de manger des aliments biologiques est de plus en plus populaire, savons-nous les reconnaître en épicerie? Les bio vont se conserver un petit peu moins longtemps que le conventionnel. Question goût, là, il y a une grosse différence. L'égo-portrait est une pratique de plus en plus populaire dans les musées. Est-ce que cette pratique change notre façon de consommer l'art et est-elle dérangeante dans les espaces publics? De façon générale, les gens vivent des expériences positives au musée, donc les retombées sur les réseaux sociaux sont excessivement positives. Et plus tard à l'émission, on reçoit Émilie Grandmont-Bérubé pour discuter de la 11e édition de la Foire Papier. Lors des élections municipales québécoises du 5 novembre dernier, un total de 205 femmes ont été élues mairesses et plus de 2300 en tant que conseillères municipales, ce qui représente environ 30 de tous les élus de la province. Notre journaliste Isabelle Bergeron s'est demandé pourquoi les femmes étaient moins nombreuses que les hommes à se présenter en politique municipale. Isabelle, quelles sont les raisons de ce faible taux de participation? On a pensé que les femmes étaient un peu plus réticentes à faire valoir leur point de vue en conseil municipal étant donné la grande présence d'hommes. Ensuite, on a pensé que la population était peut-être un peu réticente à voter pour elles, ce qui expliquait leur faible présence en conseil municipal. Mais finalement, on a rencontré Isabelle Langlois, chargée de projet à l'UMQ, qui est venue nous amener un peu quelques pistes d'explication. Alors présentement, les élus ont le pouvoir d'en faire une différence, puis aussi de favoriser l'égalité et de créer un climat, un environnement qui est favorable à la présence des femmes au sein des municipalités. Je vous donne un exemple. Certains conseils se tiennent durant l'après-midi ou encore durant on va dire, l'heure des bains. Alors, pour les jeunes parents, c'est difficile, d'y assister, mais même de prendre part au conseil en tant qu'élu. Lorsque vos conseils de ville se tiennent de, disons, 6 h à 9 h le soir. Alors, il y a moyen de changer les heures de conseil. L'UMQ croit qu'il faut favoriser l'engagement et la diversité au sein des conseils municipaux. Bien que les élections aient lieu dans 4 ans, Isabelle Langlois pense qu'il faut dès maintenant approcher des gens pour ces prochaines élections. Améliorer les conditions de travail aiderait non seulement les élus, mais serait aussi avantageux pour les citoyens qui désirent faire leur part. Alors que les femmes représentaient 28,8 des candidates à se présenter en politique municipale, elles étaient ensuite 29,9 des représentants élus, ce qui démontre que le nombre de candidates est proportionnel au nombre d'élus. C'était Isabelle Bergeron pour Top Chrono. Merci Isabelle. Du côté de l'actualité, aujourd'hui, 50 ans se sont écoulés depuis le décès de Martin Luther King. À plusieurs endroits aux États-Unis, on a honoré la mémoire de ce héros de la lutte pour les droits civiques, notamment à Memphis, où il a été assassiné le 4 avril 1968. Des milliers de personnes se sont retrouvées devant le motel Lorraine, où le pasteur a été la victime d'un ségrégationniste blanc. À travers les témoignages des gens présents, on sentait la peine, mais surtout la marque d'espoir que l'homme a laissée derrière lui. À 18h01, heure précise de son assassinat, toutes les églises américaines ont fait sonner leurs cloches 39 fois pour les 39 ans qu'avait Martin Luther King au moment de sa mort. Après 3 ans de négociations avec Québec, des employés du gouvernement obtiennent une hausse salariale d'environ 10 %. Ce sont les 17 500 travailleurs du syndicat des professionnels du Québec qui auront droit à cette hausse sur 5 ans. Cette entente de principe conclue il y a 2 semaines offre des hausses variant selon la complexité de l'emploi. En contrepartie, le gouvernement met fin au boni de rendement des professionnels, en plus de retirer 2 jours de congé maladie par année. Facebook confirme que c'est plus de 87 millions d'utilisateurs dont les données ont été récupérées à leur insu pour Cambridge Analytica. Sur ce nombre, 0,7 % seraient des Canadiens. C'est via un questionnaire psychologique sur le réseau social en 2014 que la société britannique a pu constituer une base de données sur les utilisateurs. Elle a ensuite été engagée par l'équipe de campagne de Trump.
Selon Justin Trudeau, le débat sur la rémunération des mères porteuses est incontournable alors qu'il s'agissait de la première fois que le premier ministre s'exprimait sur la question. Il a affirmé qu'il s'agit d'une réflexion que l'on doit avoir en tant que société. Cette déclaration fait suite à l'annonce d'un député libéral de la semaine dernière. Ce dernier annonçait qu'il avait l'intention de déposer un projet de loi qui rendrait légale la pratique de payer les femmes pour qu'elles portent les enfants des autres et qu'elles donnent des ovules. Une loi adoptée en 2004 interdit de rémunérer ces pratiques qui ne sont permises au Canada que lorsqu'elles sont gratuites. Les produits biologiques sont de plus en plus présents dans nos épiceries. Ces produits issus de l'agriculture biologique ne contiennent ni pesticides, ni OGM, ni hormones de croissance et encore moins d'antibiotiques. Amina est avec nous. Amina, est-il facile pour la population de les reconnaître en épicerie? Oui, au Canada, tous les produits qui portent la mention biologique sur leur étiquette sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour cela, tous les producteurs et entreprises doivent se conformer à la loi. On écoute un producteur. Bien, tous les produits bio doivent être étiquetés et le premier chiffre doit être un 9 dessus pour vous garantir que c'est bio. Donc, il y a une étape sur chaque produit normalement qui permet de voir là, que c'est bien biologique. 2017 est une année record pour les produits biologiques. Le bio fait désormais partie de l'ADN québécois. En effet, en une seule année, l'intérêt des produits biologiques a augmenté de 27%, ce qui représente 2000 de plus entreprises détenant une certification biologique en 2016. Au Québec, les produits bio ont de plus en plus de place dans nos épiceries. Leur nombre dépasse les 9500. Quelle est la préférence des Québécois? Je suis allée leur poser la question. Shampoo, les choses pour les cheveux. Body cream. Usually bananas and tomatoes and whatever's on special. En définitive, le commerce des produits biologiques est un marché florissant qui n'est pas près de disparaître. Amina Semar pour Top Chrono. Après l'alimentation biologique, passons à l'alimentation locale. Les initiatives pour promouvoir les aliments d'ici fleurissent chez les entreprises canadiennes. On connaît déjà les marchés publics ainsi que les paniers de légumes hebdomadaires, mais il y a maintenant des services de livraison d'aliments locaux. Michel est avec nous pour en parler. Bonjour Sonny. Bonjour. Oui. Comment ça fonctionne, ce service de livraison d'aliments locaux? Écoute Sonny, le concept, c'est très simple. En fait, on s'abonne en ligne. C'est un abonnement hebdomadaire où on choisit les recettes directement sur le web. Et après ça, elles sont envoyées à la maison, chez nous directement. Après ça, c'est simple. Il suffit de déballer, suivre la recette et cuisiner. Mais c'est quoi les avantages pour le consommateur moyen de s'abonner, par exemple à Good Food? L'argument essentiel, c'est le temps. C'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'épicerie, pas d'aller-retour quand on revient du travail. Donc, c'est simple, c'est facile, on suit la recette et les instructions et boum, c'est fait. On écoute la cliente Sophie à ce sujet. Pouvoir juste me dire j'ai ma recette, juste à suivre les tâches et ça prend vraiment pas longtemps. Et ça, c'est une grande aide. Mais il y a sûrement des désavantages, j'imagine, quand même. Tout à fait. En fait, où le bas blesse, c'est du côté environnemental. Comme je l'ai mentionné, les ingrédients sont emballés, mais ils le sont individuellement, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'emballage. C'est notamment un des problèmes que cible André, un ancien client de Marché Good Food. La raison principale pour laquelle j'ai arrêté, c'est vraiment au niveau écologique. Je trouve qu'ils utilisaient beaucoup trop d'emballage pour ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Donc oui, effectivement, il y a un avantage du côté du gaspillage alimentaire, donc le fait qu'il y ait moins de quantité, mais avec la manutention, la livraison et le suremballage, le coût économique et écologique revient au même finalement. Parce que c'est vraiment une critique qu'ils reçoivent souvent, qui ressort dans les médias sociaux, entre autres, c'est qu'il y a du suremballage. Du côté des marchés locaux, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour pallier au suremballage? Tout à fait. En fait, ils n'ont pas le choix de suivre un peu la tendance des consommateurs qui sont de plus en plus écologiquement responsables. Donc, on va écouter le propriétaire du marché Robin à Verdun qui nous parle d'une des alternatives possibles. Les contenants compostables, c'est des gros frais que nous, on assume, mais je sais qu'il y a des places qui les chargent, mais on parle entre 35 et 75 cents s'ils prennent tous les ustensiles. Donc oui, des mesures coûteuses, mais qui reflètent le changement de paradigme chez la population et dans l'industrie de l'alimentation. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir acheter localement. Merci, Michel. Restez avec nous plus tard dans l'émission. On s'intéresse aux professionnels de la santé étrangers qui se voient refuser de pratiquer en sol canadien.
Annie Ledoux nous parle de son expérience sur une ferme familiale et Thomas Laberge vient nous parler de l'entrée de Vincent Marissal chez Québec solidaire. On va maintenant en politique québécoise avec notre analyste Thomas Laberge. Thomas, nous sommes à 7 mois des élections provinciales. Les partis ont déjà commencé à annoncer certains de leurs candidats. Et une candidature qui a fait beaucoup jaser cette semaine, c'est celle de Vincent Marissal. Oui, en effet, Sonny, l'ancien chroniqueur de la presse, a décidé de se lancer sous la bannière de Québec solidaire, une décision qui en a surpris plus d'un. Certains pensaient que M. Marissal allait se lancer en politique dans un autre parti. Mais c'est quand même surprenant parce qu'on sait que M. Marissal a déjà été courtisé par le Parti libéral du Canada. Oui, c'est ce que plusieurs journalistes ont rapporté cette semaine, mais Bernard Drinville est même allé plus loin, affirmant que M. Marissal avait déjà voulu se présenter pour le Parti libéral. Il ne nie pas avoir eu des discussions avec le parti de Justin Trudeau. Il affirme toutefois n'avoir jamais voulu se présenter pour ce parti. Dans tous les cas, c'est avec Québec solidaire qu'il fera les prochaines élections dans la circonscription de Rosemont. Il sera contre le leader du Parti québécois, Jean-François Lisée. Ce dernier a vivement réagi dans l'espace public à cette candidature. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Dans une lettre sur sa page Facebook, le chef du Parti québécois, M. Lisée, a attaqué violemment M. Marissal. Il affirme qu'il a menti sur ses convictions politiques. Il dit qu'il n'est ni un souverainiste ni un homme de gauche. Il dit également que sa candidature pourrait diviser le vote dans la circonscription de Rosemont et permettre à un candidat libéral de l'emporter. Il a également écorché Québec solidaire, affirmant que ce parti était un adepte du multiculturalisme. Est-ce que, la question qu'on se pose tous, là, est-ce que, selon toi, il a des chances de l'emporter? Bien, aux dernières élections, M. Lisée l'avait emporté, mais avec une marge assez faible de 1500 voix sur son adversaire libéral. Et Québec solidaire avait fait un score plus qu'honorable avec 18 % des voix, terminant troisième. Donc, il est plausible que M. Marissal l'emporte. Il faut toutefois souligner que le scénario envisagé par M. Lisée est également plausible. Le vote pourrait se diviser dans la circonscription de Rosemont et permettre à un candidat libéral de l'emporter. Bien sûr, on verra ça aux prochaines élections. D'ici là, on va voir les campagnes qui vont se faire sentir de plus en plus. Merci, Thomas. Merci. Au Québec, des milliers de médecins formés à l'étranger sont actuellement sans emploi ou pratiquent des métiers qui ne sont pas liés à leur formation. Pendant ce temps, on déplore une pénurie de main-d'œuvre dans les milieux de la santé et des services sociaux, aussi bien à Montréal qu'en région. Les derniers gouvernements sont au courant de la problématique, mais les changements tardent à s'opérer. Au Québec, des milliers de médecins formés à l'étranger sont actuellement sans emploi ou pratiquent des métiers qui ne sont pas liés à leur formation. Pendant ce temps, on déplore une pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé et des services sociaux, aussi bien à Montréal qu'en région. Les gouvernements successifs à Québec ont été mis au parfum du problème, mais les changements tardent à s'opérer. Le docteur Maurice Bossambo est pédiatre à la clinique de médecine familiale et de pédiatrie Médélis. Il est arrivé au Québec en 2000 en provenance de la République démocratique du Congo, où il était médecin. J'ai exercé la médecine générale donc, en Afrique, chez nous au Congo, pendant une dizaine d'années. Après un parcours de combattant de 2 ans, le docteur Bossambo a fini par obtenir son permis de pratiquer au Québec. Le parcours n'a pas été facile. Parce qu'il faudrait beaucoup plus de sacrifices, de l'abnégation surtout aussi, et persévérer. Donc il faudrait persévérer pour aller jusqu'au bout. S'il peut s'estimer chanceux, le docteur Bossembo est bien conscient que la situation de la plupart des médecins étrangers reste difficile. Mais il y a certains médecins qui ont fait 7-10 ans qui ont eu de la difficulté à intégrer les systèmes. C'est le cas du docteur Magloire, arrivé au Québec avec sa famille à 4 ans. En attente d'un permis pour pouvoir pratiquer au Québec, le médecin d'origine gabonaise exerce le métier de coiffeur pour boucler ses fins de mois. Il n'a pas voulu parler devant la caméra car il a peur que cela puisse porter préjudice à sa candidature. J'ai travaillé pendant 10 ans comme médecin de famille en Afrique du Sud. Et puis, je suis venu ici au Canada, ça fait 4 ans que je suis là. J'ai fait mes équivalences, chose qui a été acceptée au Collège des médecins. Mais malheureusement, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai toujours été refusé. Comme société, il faut vraiment se poser la question parce qu'on vise une diversité de profils de personnes immigrantes qui contribuent à la société. On a un système de sélection d'immigration qui est magnifique parce que des gens de toute région du monde peuvent venir s'établir au Québec, au Canada. On a besoin d'eux, on a besoin de leurs compétences, de leurs talents. Ils sont sélectionnés pour ça. Mais une fois sur le marché du travail, on voit que pour certains groupes, c'est comme plus difficile de faire reconnaître leurs compétences. Spécialiste des questions liées à l'intégration des médecins diplômés à l'étranger,
La professeure Marie-Jeanne Blais s'interroge sur les mécanismes d'intégration qui sembleraient privilégier les médecins provenant d'un espace géographique donné au détriment d'autres espaces géographiques. Il y a des données canadiennes qui montrent qu'un diplômé d'Océanie, du Commonwealth en général, donc que ce soit de l'Australie ou de l'Europe, qui applique en résidence, a 35% de chances d'être accepté, ce qui n'est pas énorme, mais quand même. Si on compare à une personne qui est diplômée d'Afrique, d'Asie, c'est autour de 15%. Alors, seulement là, on voit que certaines régions du monde ont plus de facilité que d'autres. Pourquoi? Les facultés de médecine québécoises sont depuis plusieurs années montrées du doigt pour les difficultés d'intégration des médecins étrangers. En 2010 puis en 2013, la Commission des droits de la personne affirmait dans un rapport que les facultés de médecine faisaient de la discrimination systémique à l'endroit des médecins venus d'ailleurs. Ce qui dérange, c'est qu'il y a des postes qui demeurent vacants, il y a des gens qui ont réussi les examens, qui ont postulé, puisqu'on peut dire oui, quelqu'un a réussi, n'a pas postulé. Mais non, les gens ont réussi, les gens ont postulé. Il y en a même certains qui ont été convoqués aux entrevues, mais qui n'ont pas été admis. Et les postes sont demeurés vacants pour autant. Alors c'est ça ce qui dérange et il n'y a aucune raison qui est avancée pour justifier leur non-admission. Le problème majeur avec les facultés de médecine, c'est les places laissées vacantes, parce qu'on a des besoins. Et là, je pense qu'il y a des devoirs qui n'ont pas été faits. Pourquoi laisser 60-80 places de résidence qui sont financées potentiellement et refuser 60 candidats diplômés à l'international qui ont réussi tous leurs examens? Alors, le problème, c'est vraiment les places laissées en suspens. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça ne fait pas sens. Le docteur Magloire, lui, ne se décourage pas. J'espère qu'à la longue, ça va changer. C'est très frustrant. C'est pas facile pour un père de famille. Mais comme on dit, tant qu'on vit, il faut toujours garder l'espoir. Donc je continue à garder l'espoir. Ici Patrick Mbeko pour Top Chrono. Avec nous en studio, on accueille notre journaliste Annie Ledoux qui est allée passer une journée sur une ferme. Bonjour Annie. Bonjour. Donc vous êtes allée là pour comprendre le quotidien de ces travailleurs. En effet, j'ai contacté une famille de producteurs laitiers que je connais, les Desmarais, et se sont montrés très généreux de leur temps. J'ai monté ce reportage, en fait, pour exposer l'horaire très chargé d'un fermier et l'impact que cela a sur sa vie de famille. Simon est la dernière génération des Desmarais qui travaille sur la ferme laitière. Et Lauriane, son épouse, que nous verrons aussi dans le reportage, ne travaille pas avec lui. Il sera possible, parmi les images, d'apercevoir d'autres membres de la famille qui effectuent leurs tâches. Pour en apprendre davantage sur ce mode de vie, je vous invite à voir notre reportage. Bonjour, bienvenue chez Ferme Desmarais et Fils. Nous sommes en production laitière. Nous avons un troupeau laitier de 95 vaches. C'est pas de se lever à 4 h du matin qui est dur, c'est de le faire 7 jours sur 7. On n'a pas le choix de se lever tôt. Et on se couche tard des fois le soir parce qu'on veut voir notre famille. Mais on essaie de prendre leur sommeil qu'on peut dans la journée quand on a le petit lousse. On tire les vaches pour 12 heures à cause des filles, sinon elles seraient trop engorgées, puis le lait coulerait par terre. Puis on perdrait du lait comme ça. Malheureusement, pour la femme qui se marie à un agriculteur, la ferme ne se déplace pas. Fait que si elle décide de travailler un peu plus loin, mais c'est elle de faire de la route. Fait qu'il faut qu'elle s'adapte. Le fait d'avoir une ferme, puis avec les horaires que ça l'engendre, ça faisait partie un petit peu d'une décision que ça allait être moi qui allais voyager avec les enfants pour ce qui est de mon travail. Travailler avec les animaux, on ne sait jamais comment ils peuvent filer cette journée-là. Ils peuvent nous blesser à tout moment. Il faut rester vigilant. L'hiver, c'est plus tranquille. On a un petit peu plus de temps libre entre les traites. Ça nous permet de faire des réparations, surtout sur de la machinerie. L'été, on est beaucoup plus occupé. C'est nos temps de récolte, puis des semences, puis du foin. Lorsqu'on travaille dans une ferme familiale, on comprend qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre.
Puis le reste, on le laisse dans la ferme pour pouvoir réinvestir au niveau d'entreprise. Ça, c'est des choix personnels. Amener les enfants sur une ferme, ça nous permet de transmettre nos valeurs et de montrer notre passion pour ce métier-là. Le matin, il va travailler avec papa. L'après-midi, il va travailler avec les pompiers. Ce que je trouve intéressant d'avoir la ferme en arrière de la maison, c'est que tu côtoies des animaux, des plus petits aux plus gros, puis ça, c'est le fun. Puis ça leur apprend aussi la capacité d'avoir un petit travail, puis d'avoir du plaisir. Je pense que ça prend toujours quelqu'un qui est quand même indépendant. Je l'attends pas à la maison. Là, je fais mes choses, puis je suis compréhensive là, quand il y a quelque chose qui brise. Vu qu'on est une ferme familiale, on peut s'échanger des heures. Par exemple, on a des soupers, des fêtes. Quelqu'un va finir tard un soir, puis l'autre coup, ça va être moi. Bien, c'est sûr qu'on a un entourage qui est vraiment présent aussi pour nous aider. Clairement, pour certains moments, j'ai besoin plus de ma mère qui est beaucoup présente, de sa mère aussi qui nous aide avec les enfants. C'est sûr qu'il faut être bien entouré aussi, là, sinon c'est plus difficile. J'ai pas l'impression de manquer de temps libre. Moi, ça a tout le temps été dans ma vie. Faut que ça bouge. Je suis une personnalité, il faut que ça bouge. Rester sur le divan à rien faire pendant 3-4 heures, c'est pas ma personnalité. Quand je suis là, je suis là. Je vais donner mon 100%, que ça soit avec les enfants, que ça soit avec ma blonde. Et la plupart du temps, j'essaie d'être présent. Puis, vu mon manque de temps, c'est comme pour compenser dans un sens. On fait quand même quelques sorties en amoureux, des restos, on est allé dans le sud, une petite fin de semaine ici avec des amis, sans les enfants. C'est sûr que la vie avec une ferme, ben ça apporte quand même plusieurs choses positives. Quand je pense aux valeurs qu'on inculte aux enfants, bon, la famille, ben on est tissé serré parce qu'on est en arrière. Le fait aussi que c'est un travail familial, de mettre la main à la pâte quand c'est plus difficile. Même les enfants sont rendus à un âge qui veulent aider à leur façon. Ça emmène plein de choses aussi. Ce que j'aime d'être fermier, c'est d'être mon propre boss, d'avoir des horaires que je décide. Je viens manger le midi des fois, puis mes enfants sont là, on mange ensemble. Ils peuvent venir faire un tour de tracteur. C'est mon lieu de travail, ils peuvent venir me voir. Et je suis capable de prendre un peu de temps puis de pouvoir consolider travail, famille et amis. Je pense que quand tu fais ce choix-là de sortir avec un agriculteur, ben c'est une job 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si ça brise, ça brise. Si c'est le temps des foins, c'est pas demain, c'est là. Faut s'adapter à ça. Annie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est assez exigeant. Vous êtes resté combien de temps, vous, sur la ferme pour tourner le reportage? Vous avez raison, ce métier exige de longues heures de travail. Pour enregistrer toutes les tâches de leur routine quotidienne, il a fallu que je suive cette famille de 4 heures du matin à 22h30 le soir. Pour m'assurer de la qualité des images, mais aussi des entrevues, j'ai coupé cet horaire en deux journées de tournage. Puis, il disait, là, eux, ils travaillent tous les jours. Est-ce qu'ils ont une idée? Quel futur est-ce qu'ils voient pour leur entreprise? Parce qu'ils ne seront pas toujours là pour s'en occuper. Les parents de Simon possèdent la ferme depuis plusieurs années. Ils ont acheté en fait en 1998 du côté paternel. Et Simon, dans le fond, n'a pas encore la ferme. Lorsque son père prendra sa retraite, il va lui vendre la ferme, mais il possédera déjà des parts par rapport au fait qu'il ne reçoit pas un gros salaire. Donc, pour le moment, ce n'est pas lui qui possède la ferme, mais bien sûr, comme tout fermier québécois, il espère que l'un ou plusieurs de ses enfants reprendra la ferme avec cette grande passion du travail des manuels. Donc, vraiment, c'est passé de génération en génération. Vous êtes là, donc, 2 jours complets pour faire le topo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris le plus sur le travail à la ferme? J'ai vraiment été surprise du nombre d'heures quotidiennes qu'il faut passer à travailler, soit environ 15 heures et même plus. Si on soustrait bien sûr la seule heure où il peut aller se reposer, qui en profite parfois même pour reprendre du sommeil au lieu d'en profiter pour relaxer seulement. En plus, puisque nous étions l'hiver, l'agriculture n'était pas encore d'actualité, là. Il n'était pas dans les champs. Donc, ça ajoute beaucoup d'heures et beaucoup de stress durant l'été d'avoir en plus l'agriculture à faire, surtout lors des semences au printemps et des récoltes à l'automne. Donc, j'espère que ce reportage mettra en lumière ce dévouement qui est fréquent chez les producteurs québécois et qu'on sous-estime souvent ce dur labeur qui exige la production des matières premières que l'on consomme.
Bien, vous dites sous-estimer clairement 24 heures sur 24, comme on l'a vu, c'est beaucoup de travail. Bien, merci, Annie. Merci, ça m'a fait plaisir. À venir à Top Chrono, Jean-Louis, vous nous parlez des guitares classiques. Bien sûr, Sonny, une brève histoire de la guitare classique s'impose. La professeure Isabelle Héroux nous entretiendra sur le prix des guitares par rapport au son. Spéculation, me direz-vous? Peut-être. Et puis oui, les luthiers jouent la guitare. En ce qui concerne son entretien, eh bien, il est impératif. Bien, merci Jean-Louis, c'est à suivre à Top Chrono. On accueille sur le plateau Émilie Grandmont-Bérubé, propriétaire et directrice générale de la Galerie 3 Points depuis 2009, par le passé présidente du conseil d'administration de l'Association des galéristes d'art contemporain de 2013 à 2017. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de la foire papier qui commence du 19 au 22 avril. Qu'est-ce que c'est la foire papier, là, en général? Bien, la foire papier, en fait, c'est une foire d'œuvres d'art. Fait que c'est une quarantaine de galeries de partout au Canada qui se réunissent et qui vendent des œuvres. Donc, toutes les œuvres qu'on voit, elles sont à vendre. Puis la particularité pardon, de la foire papier, c'est que c'est vraiment des œuvres qui sont uniquement sur papier. Fait qu'on touche autant à la photo, au dessin, à l'estampe, à la sculpture parfois. Il y a vraiment plein de possibilités autour de ce médium-là. Bien, c'est drôle parce que quand moi je regardais qu'est-ce qu'était l'événement, j'avais l'impression que c'était limitatif qu'on prenne que du papier, mais ça n'a pas l'air d'être le cas quand je vous écoute parler. Bien, c'est une niche, en fait. Puis c'est aussi de voir comment ce médium-là peut être exploré. Puis là, on s'entend, c'est la 11e édition. Ouais. C'est vraiment attendu, autant par les collectionneurs, les amateurs ou les curieux qui découvrent l'art contemporain, que par les artistes qui réfléchissent aussi aux œuvres qu'ils font en fonction de la foire papier. Justement, comment ça fonctionne, la sélection des artistes? Est-ce que eux, maintenant que ça fait la 11e édition, est-ce qu'ils se préparent pour la foire ou vous allez prendre des œuvres un peu à droite, à gauche? Bien, tout dépend. C'est vraiment chaque galerie va décider quels artistes elle va amener à la foire. Puis c'est sûr qu'il y a des pratiques qui vont mieux s'intégrer à la foire papier que d'autres. Puis après ça, on choisit parmi les artistes qu'on représente. À travers les années, est-ce qu'il y a des thématiques par année qui se retrouvent ou c'est vraiment éclaté? C'est vraiment... Bien, c'est comme dans l'art actuel en général. On va de partout, de plein de sortes de pratiques puis de démarches qui sont différentes. Puis c'est ça qui est le fun de la foire, c'est d'avoir en un seul lieu une si grande diversité de propositions. Vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression qu'une des missions de la foire papier, c'est un peu de démocratiser l'art. Pensez-vous que c'est encore un combat ici au Québec de démocratiser l'art? Bien, tu vois, moi, j'aime mieux dire rendre plus accessible, parce qu'il y a quelque chose comme démocratiser, je trouve qu'il y a une connotation un peu plate. Ouais. Mais l'idée de rendre l'art accessible, puis oui, c'est super d'actualité parce qu'on a encore un peu l'idée, l'impression que c'est délicat d'aller dans les galeries. Ah, ça, c'est pas pour nous. Tu sais, si j'ai pas une maîtrise en histoire de l'art, je comprendrais pas ce qui va se passer là. Alors que c'est vraiment pas vrai. Puis l'idée de la foire papier, c'est de donner, de décomplexer un peu tout ça, puis de donner accès en un seul lieu à 40 galeries en même temps, ce qui fait que c'est un peu moins intimidant. Puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir découvrir. Mais est-ce que les Québécois consomment assez d'art? Assez, non. Non? Non, c'est toujours à améliorer. En fait, je pense c'est une question importante. Notre rapport à la consommation, comment on consomme notre culture, comment on consomme, entre autres, l'art visuel, c'est quelque chose qui fait pas fondamentalement partie de notre culture puis de notre façon de fonctionner. Donc ici, on est pire qu'ailleurs. Québec, on est vraiment pire qu'ailleurs. Ah ouais, OK. Historiquement, c'est collectionner l'art, c'est quelque chose qui s'adresse à une élite. Puis au Québec, on n'est pas super à l'aise avec ça encore. Mais vraiment, je le vois avec les nouvelles générations qu'il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment un intérêt pour l'art, puis on se sent plus accessible. En fait, c'est comme si ça nous parlait plus, il y a moins de barrières à l'entrée, je dirais. Puis je vais profiter de votre présence parce que vous allez aussi participer à Foire Papier. Vous allez animer une discussion sur la place des femmes en art. Donc, j'imagine que si on en discute, c'est parce qu'il y a une place à prendre. Définitivement. Puis c'est vraiment un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. L'idée de discuter ouvertement de ces questions-là, parce qu'on en parle dans différents milieux très fréquemment, dans les milieux des affaires, les questions des quotas, des femmes qui siègent sur les conseils d'administration et toutes ces questions-là, ça se reflète dans le milieu de l'art aussi complètement. Là. Si on regarde
le nombre, depuis le milieu des années 80, il y a une parité entre les hommes et les femmes dans les grandes écoles d'art. Puis ça fait 30 ans, là. Et ça ne se reflète pas du tout dans les femmes qui sont représentées dans des galeries, les expositions muséales, les acquisitions des musées. Si on regarde je prends le Musée d'art contemporain de Montréal ou le Musée des beaux-arts, il y a à peu près 30 de leur collection qui sont d'œuvres créées par des femmes. Fait qu'il y a vraiment une place à prendre à ce niveau-là qui est super importante. Puis vous êtes galériste depuis 2009 à la Galerie 3 Points. Oui. C'est ça. Est-ce que du côté d'être propriétaire d'une galerie, c'est une exception? Est-ce qu'on voit beaucoup de femmes? Ou? C'est super intéressant comme question parce que il y a... Quand j'ai commencé, spontanément, moi, j'avais vraiment... c'est un milieu d'hommes, là, puis on s'entend que j'étais la plus jeune de mon milieu, là, puis je me retrouvais à avoir comme collègues des hommes essentiellement qui avaient 2 fois mon âge. Puis quand j'ai commencé à chercher, c'est sûr qu'il y a toujours plus d'hommes galeristes ou propriétaires de galeries, mais il y a plusieurs femmes. Dans l'histoire des galeries de Montréal, les premières galeries vraiment audacieuses étaient beaucoup tenues par des femmes. Bien, merci, Émilie. Bien sûr, pour prendre la discussion, on va pouvoir assister à Foire Papier. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez assister à cette 11e édition de Papier du 19 au 22 avril à l'Arsenal. Les billets d'entrée sont en vente au coût de 10 $ et on vous invite justement à vous les procurer sur leur site web papiermontréal.com. On peut également aller admirer Natural Jester d'Anne-Renée Hott à la Galerie 3 Points jusqu'au 21 avril. De retour à l'actualité, un spectaculaire accident est survenu sur l'autoroute 40 à Repentigny. Un camion remorque dont la benne était relevée a percuté une passerelle piétonnière enjambant les voies rapides. Le véhicule circulait à pleine vitesse en direction est lorsqu'il est rentré de plein fouet dans la structure. La force de l'impact a projeté plusieurs débris sur la chaussée, forçant la fermeture des voies rapides dans les 2 directions. Heureusement, personne n'a été blessé à cause de l'incident. C'est vraisemblablement l'heure de la prison pour l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Candidat vedette à l'élection présidentielle à venir au Brésil, Lula a vu sa demande d'habeas corpus rejetée par la Cour suprême du pays. L'homme politique espérait ainsi repousser son emprisonnement au moment où il aurait épuisé tous les recours légaux à sa disposition. L'homme de 72 ans conteste toujours sa condamnation en 2017 de 12 ans de pénitencier pour corruption alors qu'il était à la tête de l'État de 2003 à 2011. Il aurait alors accepté des pots de vin en échange de contrats publics. Devenu les Franco, le rendez-vous estival de la métropole célèbre ses 30 ans. En cette année d'anniversaire, l'objectif est double pour Laurent Saunier en charge de la programmation, revenir sur le passé du festival sans perdre de vue l'avenir. C'est ainsi que des artistes en pleine ascension, tels que Hubert Lenoir et Roxane Bruno, côtoieront des incontournables de l'événement, Pierre Lapointe et Arthur H, pour ne nommer que ceux-ci. Le festival se déroulera cette année du 8 au 17 juin. Les visites au musée ne sont plus les mêmes. En effet, les gens aiment se prendre en photo devant les œuvres, une occasion en or sur laquelle le Musée des beaux-arts est sauté. En effet, ils utilisent maintenant l'ego-portrait, donc le selfie, comme outil marketing. Notre journaliste Barbara Laurenstein s'est rendue sur place pour voir l'effet de cette tendance. Des scènes comme celle-là, on en voit de plus en plus. De nos jours, il est presque impossible de ne pas prendre de selfie. Le Musée des beaux-arts de Montréal a compris cela et encourage ses visiteurs à se prendre en photo avec certaines de leurs œuvres. Original, certes, mais on peut tout de même se poser la question. Est-ce que l'utilisation des selfies peut nuire à l'expérience qu'on peut vivre dans les musées? Oui, moi, ça me dérange parce que souvent, les gens, quand ils ont le selfie, la manière qu'ils vont se déplacer, ils peuvent rentrer sur toi ou sur un autre. C'est une manière aussi d'apprécier l'art. Et c'est leur opinion de l'art, un peu, disons. Ils veulent faire partie un peu de l'œuvre d'art aussi, alors je pense que c'est correct, ça ne me dérange pas. L'autoportrait au musée est de plus en plus populaire sur les médias sociaux. Une page Twitter a même été créée en 2014 pour encourager les visiteurs à se prendre en photo avec le mot-clic Museum Selfie Day. On y voit des photos des visiteurs qui sont assez cocasses. Avec cette tendance, le Musée des beaux-arts de Montréal a un but très précis. Pour nous, c'est un bonheur total parce que ça fait vivre notre collection, ça fait vivre nos expositions. Ces gens-là deviennent tous des ambassadeurs. C'est en ouvrant leurs portes aux téléphones intelligents
que le musée a constaté des retombées sur la visibilité de leurs expositions. De façon générale, les gens vivent des expériences positives au musée. Donc, les retombées sur les réseaux sociaux sont excessivement positives. Et puis pour nous, c'est génial parce que ça multiplie, ça multiplie les voix, ça fait la promotion des expositions. Quoi qu'il en soit, cette tendance est là pour rester. Beaucoup plus que... Je dirais que j'en fais plusieurs par semaine. Ici Barbara Laurenstein pour Top Chrono, Montréal. Avec nous en studio, Geneviève Mousseau. Geneviève, Walmart qui annonçait une très mauvaise nouvelle, une bien triste nouvelle pour les employés vivant avec une déficience intellectuelle cette semaine. Oui, Sonny, la compagnie a décidé de mettre fin à son projet de plateau de travail qui permettait l'embauche d'employés avec une déficience intellectuelle. C'est donc dans 26 succursales différentes que les employés ont été remerciés au courant de la semaine. C'est une décision qui est quand même difficile à comprendre. Est-ce que c'est parce qu'on voulait sauver de l'argent? Ce serait difficile à croire parce que, comme je l'ai mentionné, il s'agissait d'un projet d'insertion au travail qui était subventionné. Donc, un travailleur vivant avec une déficience était loin de coûter le même prix à l'entreprise qu'un autre travailleur. Avec la subvention, Walmart devait verser que 6 $ par jour par employé subventionné. Donc, c'est vraiment pas énorme. Quand ils ont fait l'annonce, bien sûr, ça a suscité énormément de réactions dans les médias, mais aussi à travers le public, dans les médias sociaux. Mm-hmm. Il faut le rappeler d'abord que lors de l'annonce, la raison du changement n'était pas très claire. L'entreprise a simplement laissé savoir par communiqué qu'il s'agissait d'une décision difficile, mais elle n'a pas expliqué pourquoi la décision a été prise. La nouvelle a ensuite été reprise dans plusieurs médias et a donné la parole à ses employés. C'est justement ce qui est intéressant dans la foulée de cet événement. On a enfin donné la parole à ces gens dans l'espace médiatique et le public a pu se familiariser avec la déficience intellectuelle. Donc là, vous dites que malgré que ce soit un événement triste, il y a quand même du positif qui est ressorti. D'une certaine façon, oui, c'est pas grâce à Walmart, mais de façon collatérale, on a mis la lumière sur une partie de la population qui est souvent oubliée. Encore à ce jour, il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à comprendre les termes et les conditions différentes. Beaucoup font un amalgame entre les déficiences, les troubles du spectre de l'autisme et la santé mentale, alors qu'il s'agit de choses bien différentes. De plus, on a pu voir un élan de solidarité du public. Bien, merci Geneviève. Comme quoi, parfois, une triste histoire peut quand même avoir engendré un peu de positif. Bien sûr, nous, on va suivre le dossier Walmart pour d'éventuels développements. Merci. Notre journaliste Jean-Louis Aubu était avec nous plus tôt à l'émission pour nous parler de guitare. Eh bien, il a préparé un reportage complet sur celle-ci. Est-ce qu'il est vrai de dire que plus une guitare est chère, meilleur en est le son? C'est ce qu'on va voir. Le célèbre luthier Antonio Stradivari a fabriqué les premières guitares nommées Stradivarius. Il en reste d'ailleurs 6 aux 4 coins du monde. Et c'est Antonio de Torres, un luthier espagnol, qui inventa la première guitare moderne. Les plus prestigieux instruments, comme les guitares Stradivarius ou encore les guitares Godin du Québec et les guitares à moindre prix, sont fabriqués avec différents bois. Les bois qui sont utilisés pour la guitare, la table d'harmonie, c'est en général soit du cèdre, soit de l'épicéa. On peut voir aussi un peu d'érable ondé, mais c'est assez rare. Pour ce qui est des éclisses et du dos, on parle de bois de rose brésilien, bois de rose indien, qui est maintenant une espèce menacée. C'est difficile de s'en procurer, mais les luthiers, en général, ont un bon stock de bois de rose. Le manche, souvent constitué d'acajou ou de bois de rose, et sur la touche, on parle d'ébène. Pour les guitares de grand prix, dans cette catégorie de guitares, il y a beaucoup de spéculation, il y a aussi beaucoup une question de goût. Donc, un type de guitare qui est très à la mode peut être en fait très cher. Je pense à certaines guitares européennes qui sont d'ailleurs plus chères que les guitares canadiennes ou les guitares québécoises et qui sont, bon, peut-être dans l'ordre des 20 000, 30 000 $. Au Québec, on peut payer une guitare 10 000 jusqu'à 10 000 $, 12 000 $. Je ne peux pas dire que c'est le prix qui fait que la guitare est meilleure, mais il y a une certaine popularité, peut-être un certain engouement pour un modèle.
prix sont assez élevés. Peut-être aussi à cause des marchands de guitare qui vont chercher ce qu'on a moins ici. Ici, on achète beaucoup directement des luthiers, alors qu'en Europe, il y a aussi des marchands de guitare qui vont prendre des guitares d'Australie. Je pense aux guitares Smallman. Il y a beaucoup de profits qui se font sur les guitares Smallman. Des vendeurs qui prennent des guitares australiennes, qui les amènent en Europe et qui les vendent 30 000 $, alors que si on les achète directement du luthier, elle coûte 20 000 $. Donc, il y a un 10 000 $ qui se prend en termes de cote. Donc, c'est pas parce qu'elle a 10 000 $ de plus qu'elle est meilleure. Mais encore faut-il en prendre soin. Une guitare devrait être dans une pièce qui est à peu près à 40 degrés d'humidité. La qualité du son, il y a certains éléments qui doivent être ajustés sur une guitare. Par exemple, la hauteur des cordes, ce qu'on appelle l'action. Donc, quelquefois, les frettes, les barrettes vont être soulevées, les cordes vont accrocher des barrettes, il y a des sillets à changer. Donc, il y a des éléments d'entretien régulier, sabler les barrettes qui ressortent avec le temps parce que le bois du manche sèche, plus la guitare avance en âge. Donc, il y a un certain phénomène de rétrécissement et les barrettes ressortent. Et donc, il faut les sabler parce que les barrettes deviennent un peu trop grosses. Donc, c'est des petits détails comme ça qui vont aider à la qualité du son. Il pourrait arriver que le barrage décolle, qu'il y ait des petites choses à l'intérieur de l'instrument qui changent le son, mais je dirais que principalement, c'est l'humidité constante et le fait de s'organiser pour que le manche soit bien entretenu, donc les frettes bien limées et les sillets de tête et sillets de table d'harmonie soient bien ajustés. Le temps s'enfuit. C'était Jean-Louis Aubu pour Top Chrono. Et du côté de la météo, Pierre, le printemps se fait encore attendre cette année. Oui, il va se faire attendre encore longtemps. En fait, on a une dépression qui nous vient des Grands Lacs juste ici et elle va se diriger lentement vers l'est. Donc, le vent va souffler et va nous amener des précipitations et tout dépendant si on est au-dessus ou au-delà du point de congélation, eh bien, ça variera, pluie, neige, verglas. Alors, si on regarde dans le détail, ce qui se passe, c'est que notre système dépressionnaire est juste ici. Il va passer juste au-dessus de Montréal, donc juste au nord. Donc, ici, au nord, ça sera de la neige, au sud de la pluie. Et si on regarde les prévisions, 5 jours, à Montréal, de la pluie, donc avec un maximum de 5 degrés, mais c'est sûr qu'il va pleuvoir, donc amenez le parapluie avec vous. Et plus on avance dans la semaine, plus il va faire chaud, plus il va faire beau. Et vers vendredi, on aura donc 8 degrés et il n'y aura plus de précipitations. Voilà, Sonny. Merci, Pierre. Donc, bien sûr, on se prépare à tout d'ici le soleil de vendredi. Barbara, pour la prochaine émission de Top Chrono, tu nous prépares une émission majoritairement culturelle? Culturelle à saveur société aussi. Je vais vous parler, entre autres, on vous présente un reportage sur les organismes à but non lucratif à vocation culturelle. On s'est interrogé sur la difficulté de ces organismes-là de trouver des fonds pour financer leurs projets. Donc, on a rencontré 2 organismes, dont une qui est bien établie et une qui a un peu plus de difficultés. Donc, on vous présente un reportage d'un de nos journalistes là-dessus aussi. Dans la même veine, vous nous parlez d'entrepreneuriat, je pense. Oui, on sait beaucoup qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui rêvent de vivre dans leur entreprise. Finalement, on a rencontré une chocolatière qui, elle, ferme boutique après 4 ans. Donc, elle nous parle vraiment des enjeux qu'elle a vécu pour faire vivre son entreprise. Et finalement, nous, on parlait de Good Food, mais vous aussi, c'est un sujet qui sera présent dans ton émission. Effectivement, on vous présente un reportage sur la popularité de ces services de livraison d'alimentation. Donc, on va voir est-ce que c'est avantageux ou pas, finalement. Donc, merci Barbara. Bien sûr, nous, on suit ça pour la prochaine émission de Top Chrono. D'ici là, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition de Top Chrono. Merci également à toute l'équipe technique derrière cette émission. Alexandre Lapierre comme producteur contenu, Isabelle Bergeron comme recherchiste et Thomas Laberge à la post-production. Ne manquez pas l'émission de Barbara. D'ici là, c'était Sonny Carpentier. Passez une excellente fin de journée.